Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Ambaraou. Aujourd'hui, nous allons parler des combats du mouvement Nifnakanga. Ainsi, nous avons comme invité Boulatine Ravelarmissa, fondatrice de ce mouvement. Boulatine Ravelarmissa, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Tout d'abord, parlez-nous de l'association Nifnakanga. Oui, donc le mouvement, il est né il y a 5 ans par rapport à un contexte où le Sénat n'a pas voulu statuer sur une proposition de loi avec un texte où il y avait l'interruption thérapeutique de la grossesse. Donc suite à cette situation, nous étions 3 à prendre la décision de reprendre le combat et de pouvoir permettre aux femmes malgaches d'avoir accès à un avortement sécurisé en commençant par l'interruption thérapeutique de la grossesse. Ce n'est pas seulement cette thématique que le mouvement fait, mais on travaille également sur plusieurs autres thématiques autour des droits de la femme et notamment le droit de disposer de son corps. Par exemple, nous travaillons sur le divorce à l'amiable. Ça pourrait étonner les gens, mais à Madagascar, le divorce par consentement mutuel n'existe pas encore. Donc il faut que les 2 parties se battent, même s'ils sont d'accord de ne pas continuer une relation pour le bien des 2 parties. À Madagascar, les juges n'acceptent pas encore ce fait-là. Également, une autre thématique qui nous tient à cœur, c'est par rapport aux mères monoparentales qui ne sont pas encore acceptées comme des chefs de famille, parce qu'à Madagascar, il faut être un homme pour être une famille. Et nous luttons pour que les femmes monoparentales puissent avoir donc le livret de famille pour ses enfants et pour elles-mêmes. Maintenant, nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À propos justement de ces violences, de ces viols, il y a des cas qui font encore et de plus en plus la une des actualités actuellement. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Oui, malheureusement, quelque chose qui devrait être quelque chose d'exceptionnel est devenu un fait divers à Madagascar. Il ne se passe pas une journée où on entend des cas, mais horribles, mais vraiment horribles, comme un grand-père de 70 ans qui viole une petite fille de tel âge, des choses horribles. La culture du viol et de l'inceste, pour nous, on devrait en parler d'une manière scientifique déjà. Donc, nous avons une collaboration avec des universitaires qui font des recherches sur le pourquoi de cette culture de viol et de l'inceste à Madagascar. Notamment, il y a des chercheurs qui vont faire des recherches sur l'histoire de Madagascar, d'autres sur la philosophie, d'autres... il y a diverses thématiques, notamment les investigations de journalistes sur ce phénomène. Pour nous, il est aussi question d'une hypocrisie collective, parce que cela se passe généralement dans un cercle restreint. Le violeur est généralement quelqu'un de proche de la famille que tout le monde connaît. Mais il y a ce mutisme collectif qui font que les violeurs se sentent impunis. Quand on dit aussi impuni, il y a la loi. Personne n'a plus peur de la loi parce qu'il y a une grande corruption où, même si les victimes ont le courage d'aller déposer plainte, la corruption fait que les violeurs soient libres ou les peines soient vraiment très très allégées. Donc il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu et c'est pour cela que nous faisons beaucoup de travail pour que ce mutisme et l'hypocrisie collective puissent être vraiment bannis et pour qu'on puisse vraiment parler. Donc il y a le problème de la corruption, il y a aussi ce mutisme. Donc quelle solution, à votre avis, serait beaucoup plus efficace pour éradiquer ce phénomène ? Il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, il faut vraiment que la loi soit plus explicite. Comme je disais tantôt, la langue malgache est très prude. Donc même dans la définition du viol, de l'inceste et les différentes manières par lesquelles ces actes puissent se faire, la loi malgache est très prude. Il n'y a pas vraiment de détails. D'où, des fois, les juges
ne peuvent pas vraiment qualifier le fait comme viol, inceste, et ça laisse à des interprétations qui ne vont pas généralement dans le plus pour la victime. Aussi, nous, on travaille sur une réforme de la loi pour qu'elle soit le plus précise possible en malgache et pour que les juges puissent vraiment donner des sanctions. Également sur les sanctions, on a révisé. On a également révisé par rapport à tout ce qui est soutien aux personnes victimes. Parce que par exemple, pour pouvoir porter plainte, la première chose que la police demande, c'est un certificat médical. Mais pour avoir un certificat médical, il faut de l'argent. Mais certaines personnes n'ont pas ce 30 000 arrière pour faire le certificat médical, etc. À chaque étape, il y a toujours de l'argent. Alors, peut-être qu'aussi que la victime se trouve au fin fond de... Voilà, tout à fait. De la brousse. Et ne sait même pas que ce qui s'est passé est un viol ou de l'inceste. D'où on travaille beaucoup aussi sur la sensibilisation, le fait de pouvoir en parler et de pouvoir en parler sans avoir honte. Notre société a cette manière de revictimiser la victime en disant oh non, c'était peut-être parce que tu as mis une jupe ou que non, c'est voilà. Mais faut aussi rappeler que les victimes de viol et d'inceste ne sont pas toujours des jeunes filles ou des jeunes femmes. Ça peut être des bébés et également ça peut être des petits garçons ou même des hommes. Donc c'est un phénomène qui touche tout le monde et nous devons prendre conscience que ça affecte vraiment la relation sociale et surtout nos petits-enfants. Et cette étape, dans le cadre de la réforme de nos lois, vous êtes à quelle étape actuellement? Est-ce que ça va faire partie des propositions qui seront à l'ordre du jour de nos parlementaires durant cette deuxième session ordinaire? Donc là, la proposition de loi ou le projet de loi, si le gouvernement en veut bien, est prêt. Donc nous faisons appel à un ou une députée qui sera assez fort pour le porter parce que comme on l'a constaté, la question du viol et de l'inceste est quelque chose de très très difficile à Madagascar. Même des personnes qui devraient en parler assez ouvertement ont peur et ferment vraiment les portes et ne veulent pas vraiment en parler. Donc il faut quelqu'un de costaud et donc nous faisons maintenant appel si un ou une députée vient et peut porter la loi, donc on serait vraiment ravis et ce serait vraiment très utile et opportun par rapport au contexte de pouvoir présenter cette proposition de loi le plus vite possible. Je reviens un peu sur la préparation de cette proposition de loi. Est-ce que vous avez travaillé avec des juristes ou autres entités? D'accord. Pour faire une proposition de loi, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire d'abord le constat bibliographique. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des lois? Est-ce qu'il y a des contradictions, etc. Donc, un statut sur ce qu'il faut faire. Ça a été déjà fait. Deuxième étape, ce sont des consultations sur le terrain, parce qu'une loi doit répondre à un contexte social. Donc nous avons fait des consultations au niveau national, au niveau des régions, pour pouvoir avoir des réponses le plus précis possible par rapport à la situation. Après, nous avons un cabinet de juristes qui font monter le texte, etc. Et il y a aussi donc le travail avec les techniciens du Parlement, parce que des fois, il faut que les lois qu'on propose puissent répondre à un standard international, national. Donc tout ceci a été fait. Par contre, après qu'une loi soit déposée, il y a toujours les travaux de commission. Comme toute loi, il y a les commissions qui donnent leurs avis, le gouvernement donne aussi son avis, et ce n'est qu'après qu'on a la proposition finale qui sera donc débattue en session parlementaire. Vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement. Oui. Est-ce que la préparation et l'élaboration de ce projet de loi a reçu l'aide ou le soutien de l'exécutif? Oui, il faut savoir le contexte également. Donc, on était dans un contexte électoral où il y avait beaucoup de tensions, on va dire. Et ce qui a été fait, ce sont des consultations au niveau des régions où les techniciens, mais vraiment les techniciens des différents ministères, ont contribué à ce que ce soit aussi une loi qui soit applicable. Parce que il y a la partie technique et il y a aussi ce que la société civile ou les gens en général souhaiteraient. Donc on a pu combiner tout ça pour pouvoir répondre à la fois
à la réalité et aussi pour répondre d'une manière technique. Parce que vous voyez, une fois que la loi est votée, il y aura donc d'autres éléments qui vont venir avec le décret d'application. Et il fallait directement prendre en considération cela pour que ce soit pas trop difficile à mettre en œuvre dans le décret d'application. Donc cette loi est dans les deux langues, français et malgache? Oui. Les lois qu'on propose à l'Assemblée nationale sont toujours en français et en malgache et peuvent être débattues autant en français et en malgache. Mais déjà, on prévient les députés que c'est cru, parce qu'il faut que ce soit cru pour qu'on puisse savoir que si à utiliser tel outil ou tel outil, ça pénétrait tel ou tel. Vous voyez, c'est vraiment terre à terre pour qu'on n'ait pas toujours cette interprétation qui va à l'encontre de la justice envers les victimes. Et la langue malgache est prude, mais quelque part, il faut être très terre à terre et dire les choses telles qu'elles sont. Directement aussi. Telles qu'elles sont. Je reviens sur les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Est-ce que vous prévoyez de faire des manifestations ou des sensibilisations? Oui, donc le mouvement participe à ces 16 jours, notamment à travers les antennes qui font des activités de sensibilisation, surtout parce que bon nombre de Malgaches, femmes et hommes, ne savent pas ce que c'est la violence basée sur le genre. Et généralement, on pense toujours aussi que la violence basée sur le genre, c'est la violence faite aux femmes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, on parle beaucoup de viol et d'inceste, on fait des communications et on exhorte les gens à pouvoir briser ce tabou, de ne pas parler et surtout d'inciter les gens à partager ce qu'il y a comme réalité dans nos sociétés. On invite aussi les mères, surtout parce que généralement ce sont les mamans qui savent ce qui se passe dans la famille. Malheureusement, beaucoup de mères se taisent et disent à leurs filles de ne rien dire parce que tel oncle ou tel grand-père ou tel homme supporte financièrement la famille au détriment de nos petits garçons et de nos petites filles. Depuis la naissance de ce mouvement, est-ce que vous avez remarqué des évolutions dans vos combats? Oui, malgré que la loi sur l'interruption thérapeutique de la grossesse soit encore boycottée par l'Assemblée nationale, nous sommes quand même ravis. On pense que nous avons gagné le combat parce que le plus grand des combats, c'est de pouvoir faire changer la société. Ce qu'on voit, c'est que la société parle plus ouvertement et d'une manière plus posée de l'avortement, surtout de l'interruption thérapeutique de la grossesse. Également, les médias ont pris cette thématique comme une thématique que les médias peuvent traiter d'une manière vraiment autonome. Également, on voit par exemple des philosophes qui font des ateliers concernant l'interruption thérapeutique de la grossesse. Donc, la société a pris les thématiques que nous avons véhiculées comme des discussions de société. Et je pense que c'est là la plus grande victoire d'un mouvement. Également, on avance sur d'autres thématiques qui sont généralement laissées, comme le divorce, comme les femmes monoparentales, comme le viol, l'inceste, etc., etc. Et notre mouvement est plutôt un mouvement pionnier qui ouvre des brèches pour que le non-dit et le tabou puissent être brisés et que l'on puisse parler de plus en plus de ce qui fait mal à cette société qui va mal. On a parlé tout à l'heure de ce projet de loi qui doit être entre les mains des parlementaires. Malheureusement, le mandat des députés arrive à terme d'ici quelques mois. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, donc nous avons conçu une stratégie par rapport au contexte. Ça se passe toujours comme ça. On constate malheureusement qu'il y a beaucoup de tensions actuellement au niveau de l'Assemblée nationale par rapport aux élections, etc. Il serait vraiment louable si cette proposition de loi puisse passer actuellement, mais d'une manière vraiment raisonnable. On pense que ce sera peut-être pour les prochaines sessions parlementaires où on aura de nouveaux députés. On souhaiterait vraiment que cette proposition de loi puisse être évaluée, discutée en long, en large, d'une manière posée, d'une manière très objective, parce qu'il en va de la sécurité
de la paix sociale, mais également d'un changement de mentalité au niveau de notre société. Et c'est une grande chose à faire. Ça va aussi changer l'histoire de Madagascar parce que on espère qu'à partir de cette loi, il y aura d'autres lois qui vont venir assainir cette société en mal-être, comme je le disais. Donc, nous souhaitons vraiment un climat apaisé, un climat objectif et un climat, allons dire, révolutionnaire au sein de l'Assemblée nationale pour prendre des décisions aussi lourdes et innovatrices pour Madagascar. Dernière question, par rapport aux autres pays africains, est-ce que Madagascar est en retard ou en avance dans cette lutte ? Malheureusement, Madagascar est en retard pour beaucoup de choses, notamment pour les choses qui font mal. Par exemple, si je parle du protocole de Maputo, Madagascar est parmi les 4 derniers pays d'Afrique qui n'ont pas ratifié ce protocole de Maputo. Également, Madagascar est parmi les rares pays en Afrique qui font encore que l'interruption thérapeutique de la grossesse pour que la femme puisse rester en vie, donc pour sauver la vie de la femme, soit encore interdite totalement à Madagascar. Également, Madagascar est très en retard par rapport aux lois et à la mise en œuvre des lois sur les violences sexuelles, alors que des pays comme le Rwanda ou d'autres pays qui ont connu la guerre sont déjà très en avance. Parce que vous savez, les violences sexuelles sont parmi les armes de guerre les plus utilisées au monde et notamment en Afrique. Madagascar n'est pas en guerre, mais pourtant c'est vraiment comme une arme qui détruit petit à petit et la société et nos futurs enfants, alors que les mesures ne sont pas prises. Très malheureusement, même si on voit à la une chaque jour des cas, on n'entend pas les responsables faire des déclarations. Si ça s'est passé, je ne sais pas, en France ou aux États-Unis, il y aurait déjà eu des réunions interministérielles comme pas possible pour discuter, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas voir des petits-enfants de bas âge tous les jours se faire violer et un mutisme total venant du gouvernement et de l'État. Madame Boulatine Aravilarmisa, fondatrice du mouvement Nifnakanga, merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission. Merci, et donc nous lançons un appel du cœur aux députés, au gouvernement pour pouvoir collaborer ensemble afin de réaménager, renforcer cette loi sur le viol et l'inceste. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.